Bien, ben, merci Étienne d'avoir accepté le sujet de l'interview. J'ai au sens que, bon, on va essayer de parler un peu de façon spontanée sur un peu ce qui était ta carrière mathématique et puis un peu tes visions aussi sur les mathématiques pour les années à venir. Et puis peut-être pour aussi donner un peu envie aux jeunes qui veulent se lancer dans le monde de la recherche, de dire, ah bon, finalement, les mathématiques ne sont pas si arides, si tristes, si rébarbatives, et voir une certaine joie, en tout cas, c'est ce que je trouve chaque fois que je t'écoute, une joie de parler des mathématiques, etc. Donc, voilà, alors je rappelle les choses usuelles, c'est-à-dire que tu es directeur de recherche au CNRS, à l'ENS de Lyon. Tu me corriges quand je me trompe. Tu as tout bon jusqu'à présent. Merci. Secrétaire perpétuel de la première division à l'Académie des sciences. Là, je vais te corriger un peu. Voilà, tu me corrigeras parce que... la terminologie secrétaire perpétuel est une terminologie qui fait encore cours aujourd'hui, oui. Sauf qu'elle date du XVIIe siècle. Oui. Et à l'époque, on était perpétuel jusque sa mort. Voilà, parce que... Et on s'est rendu compte peu à peu qu'avoir un chef d'une académie qui est un vieillard sénile, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc on s'est rendu compte il y a, je crois, une cinquantaine d'années, que la perpétuité à l'Académie des sciences ne durerait que 6 ans. 6 ans. Donc après 6 ans, ma perpétuité sera terminée. D'accord. Voilà. Et c'est commencé le 1er janvier 2019. Et il reste 5 ans, voilà. Voilà. Et donc je suis un faux perpétuel. J'adore le titre que j'aurai après. C'est-à-dire? Perpétuel honoraire. Honoraire. C'est quand même classe, oui. Non? Voilà. Et j'ai vu, parce que bon, j'ai dû quand même faire un peu l'apprentissage de la structure de l'Académie des sciences, qu'il y a la première division et la deuxième division. Alors, ça me fait penser à l'armée. Non, moi, ça me fait penser au foot. Ah, au foot, d'accord. Bon. Alors, il ne faut pas le dire à mes collègues parce qu'ils n'aiment pas trop. Donc l'Académie des sciences, c'est un truc qui a été fondé il y a très longtemps, en 1666. Et puis, il y a une histoire compliquée. Elle a été, je vais la raconter rapidement. Elle a été supprimée par la Révolution française. Et puis, après 2 ans d'inexistence, les révolutionnaires se sont rendus compte que c'était quand même pas mal d'avoir des scientifiques réunis dans une structure. Et donc, ils ont reconstitué, non pas l'Académie des sciences, mais ils ont reconstitué l'Institut de France. Ouais. Et l'Institut de France a été créé comme étant la réunion des scientifiques, des littéraires, des historiens, etc. Donc il y avait l'Institut qui avait des classes. Il y avait la classe des mathématiques, puis il y avait la classe des belles lettres, puis il y avait la classe des sciences morales et politiques, etc. Et puis, on va pas faire toute l'histoire de France trop rapidement. Tout ce qui s'est passé, c'est que la royauté est revenue. Et les diverses académies ont récupéré leur autonomie. Et donc, chaque académie vit sa vie. Et aujourd'hui, l'Académie des sciences, elle a 2 divisions. Elle a 8 sections. Mathématiques, physique, sciences de l'univers. Sciences de l'univers, et j'ai oublié, sciences mécaniques et informatiques, chimie, et puis 3 sections de biologie. Depuis la section de biologie la plus abstraite, enfin la plus théorique chimie moléculaire, enfin biologie moléculaire, jusque la biologie la plus concrète comme les médecins. Donc ça fait 8 sections qui sont coupées en 2 divisions. La première division, c'est maths, physique, astronomie et sciences mécaniques, c'est la mienne. Et puis de l'autre côté, il y a la section de chimie et biologie. Voilà. Donc avec les médecins, les vétérinaires. Il n'y a pas de vétérinaires, il y a des médecins. Et même les médecins qui sont là sont des médecins, c'est pas des médecins généralistes, quoi. C'est des médecins scientifiques qui font de la recherche scientifique en médecine. Voilà.
Alors j'ai vu qu'un secrétaire perpétuel a quand même quelques responsabilités, Ah oui. parce que j'ai lu qu'il décide les axes d'intervention et des choix stratégiques de l'Académie. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et alors, Si tu veux, tu as dû prendre des décisions. Oui, j'ai déjà pris quelques grandes décisions. Alors, tu peux donner des exemples? Celle qui m'a donné le plus de travail et pour laquelle dont je suis le plus fier, c'est que depuis 1836, si je ne dis pas de bêtises, mon illustre prédécesseur Arago avait fondé les comptes rendus de l'Académie des sciences. C'était un journal qui, à l'époque, Arago voulait ouvrir la science au public. Jusqu'en 1836, l'Académie des sciences était quelque chose de très fermé. Les gens se réunissaient entre eux et c'était séance secrète, on appelle encore aujourd'hui le comité secret. Donc les gens se réunissaient entre eux et il n'y avait rien qui sortait dans le public. Et Arago a dit il faut absolument qu'on communique avec les journalistes, qu'on communique avec le monde extérieur. Et pour ça, il a créé ce journal qui avait comme mission de publier les dernières découvertes dont on parlait en séance de l'Académie, de les publier dans les journaux. Et donc ce journal a été un des journaux majeurs de la science jusque, je dirais, 1950. Ça, c'est les fameux comptes rendus de l'Académie. Compte rendu. Alors, ils ont eu plusieurs noms. Au début, le titre initial était instructif, c'était Compte rendu des séances hebdomadaires de l'Académie des sciences. Oui. À l'époque, l'Académie se réunissait une fois par semaine, encore aujourd'hui. À l'époque, c'était le lundi. Et à chaque séance, les scientifiques présentaient des nouveaux résultats ou des expériences. Et puis, pendant la semaine, on imprimait dans le journal les dernières nouveautés de la science. C'était les comptes rendus des séances hebdomadaires de l'Académie des sciences. Et puis, les choses ont beaucoup évolué. La revue s'est scindée en 7 revues, une pour les maths, une pour la physique, etc. Et jusqu'en 1950, c'était une revue très importante. Et puis après, le monde de l'édition a changé considérablement. Et depuis une vingtaine d'années, cette revue était éditée, publiée par Elsevier, la maison d'édition scientifique commerciale qui fait des bénéfices considérables et qui fait payer les scientifiques pour un travail qu'ils font eux-mêmes. Aujourd'hui, en 2021, la plupart des articles qui sont écrits par les scientifiques, tout est fait par les scientifiques. Ils écrivent l'article, ils les valident entre eux, ils produisent l'objet même, hein, ils produisent quasiment le fichier PDF, donc la chose est... Bref, beaucoup de scientifiques en ont marre de passer par des éditeurs commerciaux. Et depuis quelques années, et en particulier depuis 1 an, où le ministère de la Recherche a mis en avant la nécessité de faire ce qu'on appelle la science ouverte. La science ouverte, c'est de publier des articles de journaux qui sont gratuits pour le lecteur. Ça veut dire pas d'abonnement. Pour l'auteur, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de revues sont payantes pour l'auteur, qui paye une somme pour pouvoir être publié. Et donc l'idée, c'est de faire de la science ouverte, que l'on appelle Diamant, c'est de publier des revues qui soient gratuites, à la sortie comme à l'entrée. Et c'est ça ma fierté. Depuis le 1er janvier, donc il y a quelques jours, les comptes rendus de l'Académie des sciences, 1er janvier 2020, les comptes rendus de l'Académie des sciences sont une revue gratuite. Alors cette gratuité, il faut bien comprendre qu'elle a un coût. Hein, il n'y a pas no free lunch, comme on dit en anglais, donc il faut trouver l'argent. Et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Obtenir des subventions du CNRS, du ministère, pour financer ça. Il y a toujours, parce que moi je me souviens, j'ai eu une publication dans les CRAS, hein, ce qu'on les appelait les CRAS, articles présentés par les tels académiciens. Il y a toujours eu une présentation des articles. Ça correspond à quelque chose de vrai, le fait de lire articles présentés par les tels mathématiciens à Hélas, Valerio, ou hélas ou pas hélas, c'est fini depuis le 1er janvier. Mais c'était vrai. C'était vrai, au moins sur le papier. Mais disons qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans, en effet, chaque article était soumis par un auteur
il le soumettait à un académicien. L'académicien, dans la théorie, lisait la contribution en séance à l'académie et l'acceptait. Et c'était publié, et puis c'était marqué en dessous, présenté par Arago ou je ne sais pas quoi. Ça a duré, encore une fois, jusque les années 50-60. Puis là, on s'est rendu compte que le système explosait, parce que la science a explosé. Donc le nombre d'articles dépassait totalement le nombre d'articles qu'on pouvait même présenter en séance. Donc ça n'avait plus de sens. Donc la présentation a disparu. La présentation en séance a disparu. Et puis, il faut bien dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'académiciens. Il y a beaucoup d'auteurs. Donc on est arrivé à un moment où les académiciens n'étaient même plus suffisants pour lire eux-mêmes les articles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que les académiciens ont demandé des avis extérieurs, et donc du coup la présentation, elle perdait son sens, quoi. Donc du coup, depuis le 1er janvier ici, là, 2020, ouais. Fini, plus de présentateurs. Et donc, quels sont les référés dans ce cas-là, des gens? C'est un journal. Ouais. Avec des référés qui sont, comme dans tout journal de qualité, confidentiels. Qui sont des académiciens ou... Pas toujours, pas toujours. Non, mais je vais donner un exemple. Les comptes rendus de l'Académie reçoivent, en maths, reçoivent 600 articles par an. Ça fait 2 par jour, quoi. Donc, on ne peut pas, humainement, c'est pas beaucoup, possible. Finalement, parce que si j'ai bien lu, enfin, j'avais fait une petite recherche, j'avais trouvé avec François Richer, on avait trouvé qu'il y avait 5040 branches de mathématiques. Donc je me dis que... 5040 branches? Oui, alors ça m'avait frappé parce que ça faisait factoriel 7, donc je vais dire, bon, tiens, c'est bizarre. Quel drôle de truc. Sur le Mathematical Reviews, on avait compté toutes les différentes branches principales, la géométrie, l'analyse. Je vais te raconter une histoire. Et puis les sous-branches. Je vais te raconter une histoire d'un mathématicien que tout le monde pense que c'est un physicien. C'est Ampère. Ampère, il a fait énormément de choses dans sa vie. On le connaît pour l'électricité et tout ça, mais si on avait demandé à Ampère, sur la fin de sa vie, quelle était selon lui la chose principale qu'il avait faite, il aurait répondu la classification des sciences. Ampère, toute sa vie, a voulu classer les sciences comme un arbre binaire, où chaque branche se coupe en 2. Donc il y avait 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et alors il a fait cette classification, et quand il arrivait à une branche où il ne savait pas quoi mettre, il inventait une nouvelle science. Une science qui n'existait pas. Un peu comme Mendeleïev, quand il faisait son tableau des éléments chimiques. Ouais. Quand il y a un trou qui n'allait pas, il dit « Ah, il y a un corps chimique qu'on ne connaît pas encore, mais ça va exister, il va être là. » C'est pareil pour Ampère. Il a inventé des sciences. Et je vais te donner 2 mots qu'il a inventés. Cybernétique a été inventé par Ampère. Il y avait un trou dans sa classification. Il avait besoin d'une science. Je crois qu'il s'agissait de, on va dire, la science des automates. Tu sais, vers cette époque-là, on commençait à avoir des automates, je mets beaucoup de guillemets, un tout petit peu intelligents, qui savaient faire des choses. Et il a eu l'intuition que ça deviendrait une chose importante. Et donc, il a appelé ça cybernétique. C'est un joli mot en plus. Hein. Oui. Ça a pris après. Ça a pris. Et le deuxième mot, la deuxième science qu'il a inventée en tant que telle, et je trouve que c'est intéressant, c'est la cinématique. C'est-à-dire l'étude du mouvement indépendamment de ses causes. Hein, comment est-ce qu'on peut décrire c'est la partie mathématique, on peut dire, du mouvement. Et pareil, il avait l'impression qu'il avait besoin de ça. Il a inventé cette science. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on parlait de ça, mais il a... Ah oui, est-ce que tu me disais qu'il y avait... Non, tu m'as dit qu'il y avait 5000 et des poussières. Ah oui, les 5000 branches, oui. Alors, donc chez Ampère, il y en a une puissance de 2. Et nous, on l'avait compté pas une factorielle. Avec les Mathematical Reviews, on avait compté que, en cherchant, en faisant quelques... Ah, tous les mots-clés, là. Oui, tous les mots-clés, on avait trouvé qu'il y en avait énormément, donc effectivement, il n'y a plus... Voilà, donc l'Académie des sciences reçoit chaque année, en mathématiques, 600 articles. Elle en refuse 400. Elle en refuse 400. Et elle en publie 200. D'accord.
d'accord. Donc tu me demandais tout au début quelles étaient mes Les décisions contributions importantes. jusqu'à présent. Ouais. C'est celle dont je suis le plus fier parce que c'était beaucoup de travail. Et puis la deuxième décision dont je suis aussi assez fier, quelque chose qui va se dérouler la semaine prochaine, c'est que j'organise un très grand colloque sur le climat. Ah, Le 28 et 29 juin prochain, nous aurons un colloque scientifique destiné au grand public sur ce que les scientifiques ont à dire sur l'évolution climatique et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et je suis très content parce qu'on aura, je crois, ça dure 2 jours, on aura 22 ou 23 intervenants. Et je trouve que la question climatique est très largement discutée aujourd'hui dans les médias. Hein. Pas ouvrir un journal ou ouvrir une radio sans qu'on en parle. Mais je trouve qu'on a arrêté d'écouter les scientifiques. Aujourd'hui, c'est très important. Il y a les sciences humaines, il y a la sociologie, il y a des tas de choses qui sont très importantes. Mais je trouve qu'il faut aussi écouter les experts. mais il était temps parce que, il me semble, parce que j'ai lu, peut-être je l'ai entendu en 2015, qu'en raison des accords internes à l'Académie, elle ne parvient pas à élaborer un document pour la COP 21. Et que donc il paraît que c'est une des rares institutions scientifiques qui n'a pas réussi à s'exprimer sur le climat en 2015. Donc là, les choses vont changer. Alors on va dire 2 choses. Oui. D'abord que les choses changent, Oui. et j'en suis fier, et je peux te dire que ce n'était pas facile. Donc là, ça y est, nous allons avoir un colloque clair sur des débats scientifiques. Et la deuxième chose sur laquelle je te propose de... Pourquoi? Parce qu'il y a des climato-sceptiques à l'intérieur de l'Académie? Il y en a quelques-uns, Il y en a quelques-uns. bien sûr. Et il faut aussi les écouter. C'est des scientifiques qui ont des choses à dire. Il y a, par exemple, quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Vincent Courtillot, qui considère que la position du Soleil, enfin la distance entre, pas la distance, mais que le Soleil a un rôle majeur dans le réchauffement climatique. Et si je comprends bien, moi je ne suis pas du tout un climatologue, hein, mais les autres climatologues sont tout à fait d'accord sur le fait que le Soleil a une influence importante sur le climat. La question, c'est le pourcentage. Est-ce que c'est 10% ou 90%? Voilà. Donc c'est un débat entre scientifiques, c'est important de l'avoir. Alors, climato-sceptique et il faut donner la parole à tout le monde. Donc, première réponse à ta question, c'était en 2015, et les choses ont évolué. Et deuxième réponse à ta question, je vais te poser moi-même une question. Si tu as une assemblée de scientifiques, et qu'il y a une question scientifique, c'est normal qu'il n'y ait pas l'unanimité. Comment est-ce qu'on fait en pratique pour dire l'Académie des sciences pense que... Alors si c'est des maths, ça va, on peut dire l'Académie des sciences pense que le théorème de Pythagore est vrai. Et là-dessus, je pense qu'il y aura unanimité. Bon, maintenant, si tu poses des questions centrales, par exemple le climat, ou l'énergie nucléaire, ou les OGM, ou CRISPR-Cas9, tu sais, où on peut bricoler dans l'ADN. Question éthique qui se pose. Bon, c'est normal, hein, on discute de ça. On en parle dans notre comité. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Bon. Et la question centrale, c'est comment est-ce qu'une communauté scientifique peut s'exprimer? C'est un débat. Il y a quelques années, avant que je sois perpétuel, il avait été décidé que chaque opinion de l'Académie serait accompagnée de l'opinion minoritaire. Il y aura un rapport, puis à la fin on marque, ça c'est l'opinion majoritaire, mais en dessous on mettrait, il y a un certain nombre de personnes qui pensent le contraire. Malheureusement, et on peut le dire clairement, les journalistes sont à l'affût de ces opinions minoritaires, et au lieu de dire
telle opinion majoritaire a été exprimée avec une opinion minoritaire, ils disent c'est la cacophonie à l'académie. C'est la question standard, quoi, le rapport entre la science et les médias. Les médias, ils veulent entendre qu'une seule chose. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est une question fondamentale. Enfin, si j'ai bien compris, tu veux dire ils veulent entendre ou c'est noir ou c'est blanc, et pas peut-être les nuances. Parce qu'évidemment, quand c'est nuancé, c'est plus compliqué après à... Typiquement, la question du climat est une question qui doit être nuancée, parce qu'elle c'est normal qu'il y ait un débat, c'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord. Encore une fois, ce n'est pas le théorème de Pythagore dont on parle, c'est autre chose. Ce n'est pas le théorème de Pythagore, mais bon, par exemple, quelques jours, j'ai parlé avec un ingénieur qui a travaillé dans une entreprise qui produit des acides pour faciliter la perforation des sols. C'est-à-dire quand on cherche du pétrole, il ne faut pas seulement juste faire un trou, il faut aussi envoyer des produits forts pour faciliter l'accessibilité aux couches plus profondes. Lui, il me disait que l'industrie produirait tous les jours autant de pollution que les parcs de voitures en Belgique, tous les jours. Alors, il y a des choses que je pense on peut encore mesurer, parce que quand même si on est dans des sciences qu'on dit que peut-être ne sont pas exactes comme les mathématiques, on parlait de Pythagore, bon, il y a une démonstration, il y a quand même des données qu'on peut mesurer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle injecte dans l'air une entreprise, et qu'est-ce qu'ils injectent dans l'air les voitures. Donc il y a des choses quand même mesurables. Donc sur ça, vous pouvez quand même un peu... Bien sûr, mais prenons l'exemple je te parlais de l'influence du soleil sur le climat. C'est hyper compliqué. Sûrement. Et par exemple, si je comprends bien, comment fonctionne un nuage? Moi, c'est pas moi qui vais t'expliquer, j'y connais rien. Mais je peux te dire que le fonctionnement d'un nuage, c'est d'une complexité thermodynamique qui dépasse l'entendement de beaucoup de climatologues. Ils sont obligés de faire des modèles, des simplifications. Il y a une majorité des gens qui pensent que, d'autres qui ne sont pas d'accord, et c'est normal, la science fonctionne comme ça. Donc voilà, tout n'est pas blanc ou noir, et malheureusement, les médias, les journalistes ont souvent du mal à comprendre ça, qu'ils cherchent juste la petite bête. D'accord, d'accord. Ok, alors bon, peut-être qu'on revient un peu, là c'est un peu l'aboutissement d'une très belle carrière. Avant la perpétuité. Avant la perpétuité. Avant la perpétuité honoraire, mais peut-être on peut revenir un peu sur... Oui, parce qu'après la perpétuité honoraire, il y a des choses plus graves qui se passent. Oui, j'espère que non, mais bon, enfin, il y en a qui pensent que oui, quand on regarde un peu ce qui se passe en Australie ou ailleurs, et puis... Mais un peu sur ce qui était ton parcours personnel, donc ce qui a pu influencer tes choix, ce qui a pu te donner ou renforcer ta passion pour les mathématiques, où tu vois ces débuts, ou c'était toujours une passion qui était présente chez toi, où il y a des professeurs qui ont quand même participé un peu à réveiller des idées, ou peut-être certains mathématiciens m'ont dit dans d'autres interviews qu'ils étaient portés plus par la littérature, la philosophie, et puis bon voilà. En terminale, ils ont trouvé un prof génial qui a bouleversé leur vision. Alors est-ce que c'était ton cas ou moi, il y a plein de gens importants, plein. Beaucoup sont des professeurs. À l'école primaire. À l'école primaire. Aussi au collège, un au lycée. Je pourrais rentrer un peu plus dans les détails si tu veux. Et puis il y a une personne que je voudrais... j'ai honte de n'avoir jamais eu l'occasion de la remercier. C'est le moment. C'est le bon moment, mais elle est peut-être plus vivante, j'en sais rien. C'est la bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Roubaix. De Roubaix. Voilà. Donc j'étais un gamin à Roubaix, j'étais un gamin un petit peu timide, j'avais pas de copains, voilà, et j'avais mes petites histoires dans mon coin, et puis j'allais à la bibliothèque,
Et à la bibliothèque municipale de Roubaix, il y avait une partie pour les moins de 15 ans, si je me souviens bien, puis après il y avait pour les adultes. Puis moi, je voulais aller voir un peu chez les adultes, mais je n'avais pas le droit parce que j'avais que 12 ans. Et la bibliothécaire, elle m'a servi de conseillère. Elle choisissait les livres pour moi, et elle m'a aidé mais considérablement non seulement je prenais des livres, mais après je devais retourner et puis lui dire ce que j'avais lu, ce que j'avais aimé, ce que je n'avais pas compris. Ah, c'était de la littérature ou Non, ou c'était de la science. De la science? À l'époque, ce n'était pas les maths, c'était la science pour moi. Et donc, elle m'a servi de conseillère et jamais j'ai eu le sentiment que je devais lui dire merci. Voilà. C'est fait. Oui, c'est fait, mais malheureusement, je pense qu'elle n'est plus de ce monde. Enfin, je pense, c'était il y a longtemps quand même. Et voilà, et c'est la même chose pour les profs. On ne dit jamais merci aux profs. Et je le regrette, peut-être que je peux le faire aussi. Il y a quelque temps, j'ai mon fils qui était à l'université, en cours de master, et il me dit, papa, j'ai un prof à l'université qui est prof de littérature. J'adore ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Est-ce que tu crois que je suis ridicule si je lui dis merci? Je dis non, fais-le, vas-y, fais-le, va lui dire merci, quoi. Et puis il dit non, j'oserais pas, pas avant l'examen, sinon il va paraître un faillot, quoi. Donc j'ai dit, attends l'examen, si tu le réussis, tu peux lui envoyer un message ou lui envoyer une lettre pour dire merci. Et je crois qu'il l'a fait. Mais moi, j'ai jamais fait. Et je m'en veux. Donc, quand j'étais la bibliothécaire, c'était pendant quelles études? J'avais 12 ans. Au collège? Oui, j'avais 12 ans. Ouais. Après, j'avais à l'école primaire un instituteur qui s'appelait Monsieur Achille, qui était extraordinaire. Après, j'ai eu un professeur en troisième, M. Picavet. Ensuite, j'ai eu un professeur... En mathématiques ou en sciences? Non, mais j'étais dans une école où les profs faisaient tout. Mon professeur de mathématiques en troisième, il était en même temps le prof d'anglais, en même temps le prof d'allemand et en même temps le prof de géologie. Oui. Et voilà. J'ai eu un frère, le frère des écoles chrétiennes, le frère Élie, c'est lui qui m'a appris le théorème de Pythagore. Ah. Voilà. Et voilà, j'ai des souvenirs émus de professeurs qui se sont occupés de moi. Et après la classe, pareil. Je me souviens un jour, quand j'étais en troisième, on avait des classeurs. On devait mettre des feuilles dans le classeur. Et puis moi, je me suis rendu compte que les cours de maths, j'avais pas assez... de feuilles. Il me fallait plus, quoi. Alors j'allais à la bibliothèque municipale de Roubaix, et puis je travaillais un peu, et puis je rajoutais dans mon classeur des trucs supplémentaires, quoi. C'était des feuilles de couleurs différentes. Je rajoutais des feuilles, mais personne ne devait savoir ça. Et un jour, le prof de troisième est tombé sur mon classeur, et il a vu que je rajoutais des compléments à son cours. Et je me souviens, il était content comme tout, quoi. Et il m'a servi de conseiller aussi il m'a fait lire des livres de maths, tout ça. Voilà. Après, j'ai eu, j'en parlais tout à l'heure. Excusez-moi, il y a eu quelques livres qui t'ont un peu marqué c'est l'époque où je lisais M. Tompkins. Tu connais M. Tompkins? Non. Alors, M. Tompkins, c'est un physicien américain qui s'appelait Gamow. G-A-M-O-W. Oui. C'est quand même lui qui a inventé le concept de trou noir, pas de trou noir, de Big Bang. Hein. Et il a écrit des tas de livres pour les adolescents. Oui, ça oui. Des livres de science pour adolescents. Alors, il a inventé un personnage, M. Tompkins, et chaque livre, c'était les aventures de ce M. Tompkins. Par exemple, il y avait M. Tompkins au pays de la relativité. Alors, ça marchait comme ça. C'est un pays qui est normal, sauf que la vitesse de la lumière, au lieu d'être 300 000 km par seconde, c'est 30 km à l'heure. Alors, du coup, tu as tous ces effets relativistes qui sont
incroyablement évident. Si tu roules trop vite, le feu vert devient rouge. Et donc il avait inventé tout ce que ça donnerait dans la vie quotidienne si la vitesse de la lumière était de 30 km/h. Et alors, on comprend la relativité, mais alors, dans ses tripes, quoi. Il y avait un autre qui s'appelait Monsieur Tompkins au pays des Comtats. La constante de Planck valait 1. Oui. Alors, à chaque fois, Monsieur Tompkins, il arrivait, il mettait sa voiture dans son garage, il fermait le garage, et par un effet quantique, la voiture, elle sortait tout le temps. Enfin, voilà. Donc, il y avait des tas de trucs comme ça. Et moi, ce qui m'a le plus plu, c'est un livre de Monsieur de Gamow qui s'appelait 1, 2, 3, l'infini. Un livre vraiment remarquable. J'ai appris ce que c'est que le dénombrable, le non dénombrable. Enfin, c'était absolument merveilleux. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Je ne sais pas si tu connais Rémy Langevin. Rémy Langevin est un mathématicien de mon âge à peu près. Et quand il était petit, il était un peu rachitique. Et sa maman s'inquiétait pour sa croissance. Et donc elle a été voir le médecin avec son fils. Et elle a dit, bah, mon fils, il a du mal à se développer, tout ça. Et le médecin a discuté avec cet enfant. Et il a compris que cet enfant était un peu isolé, qu'il aimait bien les sciences. Et à la fin de l'examen, le médecin a fait comment on appelle ça, quand il fait la liste des médicaments qu'il faut... L'ordonnance. L'ordonnance. Et l'ordonnance du médecin, c'était lire 1, 2, 3, l'infini. et donc Rémy Langevin m'a raconté cette histoire, et donc il a lu ce livre qui a été fondamental pour le début de sa vocation scientifique. C'est marrant, non? C'est le médecin qui a fait une ordonnance pour ça. Voilà, donc des livres comme ça. Mais pour toi, c'était pareil un peu ou... Ah oui, non, ces livres, si tu veux, je les connais par cœur, je les vois dans ma tête, quoi, ils sont très précis. Et il y avait aussi Gardner qui était... Ça, je l'ai connu, mais plus tard. Plus tard. Gardner, dans le Scientific American. Oui. Martin Gardner. Martin Gardner, oui. Et ça, je l'ai lu, mais j'étais déjà un grand. Ça se trouvait pas à la bibliothèque de Roubaix. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait pas tout à Roubaix. Il y avait beaucoup de choses, mais pas ça. Voilà. Et puis après, j'ai eu d'autres profs au lycée. Monsieur Fasseur. C'était quel lycée à Roubaix? C'était le lycée, à l'époque, qui s'appelait Jean 23. J'étais jusqu'à la troisième, j'étais avec les frères des écoles chrétiennes, donc dans un milieu assez populaire. Et puis, comme normalement, les copains, après la troisième, ils partaient travailler, ils partaient en usine. Mm-hmm. Comme moi, j'étais plutôt bon à l'école, il fallait faire quelque chose de continuer, et donc ils m'ont envoyé chez les riches, au lycée des riches. Notre-Dame-des-Victoires, c'est le lycée où il y avait tous les fils de la grande bourgeoisie roubaisienne, hein, tous les grands patrons, des lainières, tout ça. Et j'ai changé de milieu tout à coup. J'étais pas chez moi, quoi. Pas chez moi. J'étais là uniquement parce que j'étais bon à l'école, quoi. Voilà. Et les copains, ils étaient des riches. Et ça m'a un petit peu perturbé quand même. C'est là que j'ai fait mon éducation politique, je crois. Voilà, j'ai compris qu'il y avait des riches et des pauvres. Et alors, en classe de seconde... C'était l'époque peut-être où encore le textile à Roubaix était... Le textile à Roubaix était en train de se casser la gueule. Ah là, il fait déjà... Je me souviens des souvenirs de jeunesse à Roubaix. Il y avait ces grandes cheminées d'usine. Mm-hmm. Et c'est un souvenir de quand j'étais en terminale, ou première, terminale. Il n'y a pas un jour où on voyait ces cheminées qui s'effondraient parce qu'ils les supprimaient. Donc je voyais les usines fermées. J'ai vu le chômage monter. Et j'ai vu les riches de ma classe être de plus en plus riches. Ah. Ouais. C'est l'époque où ils ont fondé Auchan. Oui. Ah, les riches patrons à Roubaix. Voilà, tous ces gens-là, mais c'était mes copains. Hein. C'était tous mes copains. C'était des grands fauves. Hein.
des grands fauves capitalistes. Voilà. D'accord. Voilà. Ben, revenons aux maths peut-être. Mais Voilà. aux maths, mais est-ce qu'il y avait aussi d'autres disciplines? Juste une question sur les lycées ou le collège, disons. Est-ce qu'il y avait d'autres disciplines, à part les maths, Ouais. qui te faisaient Voilà. vibrer? C'est toujours la science. La science. Voilà. Et dans un sens très large. Parce qu'au début... La physique? La physique, la biologie, tout, même la technique. Hmm. Quand j'étais petit, mes parents, ils ont acheté l'encyclopédie Tout l'univers. Tu connais ça? Non. Parce que moi, j'ai fait mes études en Italie, donc on avait d'autres références. Alors, Tout l'univers, c'était une collection, Ouais. je sais pas, d'une trentaine de livres qui parlaient de tout. Ouais. Des géographies, d'histoire, de tout. Et puis un jour, j'ai pris conscience, et donc, on lisait ça, et j'ai compris que ce qui m'intéressait dans tout ça, c'était tout ce qui était scientifique, y compris technique. Et après, je me suis vite rendu compte que la technique, c'était pas pour moi, parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit avec mes mains. Et puis après, j'aimais bien la physique. Il n'y avait pas trop de biologie de mon époque, hein. C'était surtout des sciences naturelles. Et puis après, j'étais bon en physique, j'étais très bon en maths et en physique. Et j'ai pris conscience seulement en maths sup ou en maths spé que si j'aimais la physique, c'est uniquement dans son aspect mathématique. Que la physique, c'est pas pour moi, parce que j'ai aucun sens physique. Je suis nul en physique, je suis juste bon pour faire des maths qui vont avec la physique. Donc il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre que c'est les maths qui m'intéressaient vraiment. Disons après, à la fin de maths spé peut-être. À la fin de maths. Jusque-là, tu m'avais demandé, j'aurais dit maths, physique, j'aimais bien tout. Donc après, tu es rentré à l'ENS, c'est ça? À Saint-Cloud. Donc à Saint-Cloud. Et là, il y a eu des connaissances peut-être qui t'ont fait un peu renforcer un peu tes goûts ou la géométrie, parce que quand je suis arrivé à la géométrie, quand je suis arrivé à Saint-Cloud, là, c'est la première fois de ma vie que je voyais des vrais mathématiciens. Hein. Donc quand en première année, j'avais comme professeur Henri Cartan. Jean Giraud, mais surtout Henri Cartan, Boni et Jean-Pierre Kahn, qui étaient... Il y avait 3 professeurs en première année, et c'était impressionnant de voir à quel point ils étaient différents, et les points de vue qu'ils avaient sur les maths. Quoi. C'était vraiment... Tu peux en dire quelque chose pour Kahn, pour Henri sur Cartan, je peux dire une chose. Donc, Cartan. on est arrivé dans l'amphi en première année, et Cartan, il avait 70 ans. C'est la dernière année qu'il enseignait. Ah oui. Et Cartan, il a dit, écoutez, voilà, je suis beaucoup plus âgé que vous, peut-être que ce qui est facile pour moi, c'est pas facile pour vous, donc j'ai besoin d'avoir un peu la température des étudiants, savoir ce qu'ils comprennent, pas comprennent. Donc. Puis c'était pas très longtemps après 68, hein, il dit voilà, je propose que vous fassiez un vote entre vous, et vous élisez un représentant dont la mission est de venir chaque semaine dans mon bureau pour dire ce que vous n'avez pas compris. Je crois que tu as compris la suite de l'histoire, j'ai été élu. Et je me suis retrouvé représentant des élèves. Et donc chaque semaine, c'était instructif pour moi. Parce que chaque semaine, je devais aller voir le professeur Cartan. C'était un peu dur, hein, parce que j'ai Cartan quand même. Le professeur Cartan, avec sa petite moustache, tout ça, ça faisait très peur, quoi. Et puis je devais aller le voir pour lui expliquer, non pas ce que moi je n'avais pas compris, mais ce que les copains n'avaient pas compris. Et c'était intéressant comme exercice, parce qu'il y avait des trucs, des fois j'avais compris, mais les copains ils n'avaient pas compris, et donc je devais aller voir Cartan et dire on n'a pas compris ceci, cela. Et c'était voilà, un exercice intéressant, quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait alors? Il écoutait? Il écoutait, et puis et le cours d'après, il essayait de revenir sur ce qu'on n'avait pas compris. C'était une expérience intéressante. Et Kahn? Kahn, j'en ai un souvenir très différent parce que, je ne sais pas si on peut le dire devant une caméra, mais Kahn était très, très distant. Hein. C'est un monsieur qui faisait très peur. Hein, très, et on sait bien tous les deux qu'il a changé. Il a changé beaucoup. Ouais, Moi, je suis une de mes fiertés, c'est que Kahn m'a toujours tutoyé. Et j'ai toujours pris ça comme un grand honneur. Pas quand j'étais étudiant, hein, et donc Kahn était quelqu'un qui faisait peur. Et que j'aurais jamais osé aller lui parler, quoi.
Donc je n'ai parlé à Cannes que bien des années plus tard, peut-être même quand j'étais académicien déjà. Vous avez parlé beaucoup. On a beaucoup parlé. Moi j'ai beaucoup d'affection pour lui, d'affection. Vous avez parlé beaucoup d'enseignement aussi? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais Cannes était ressenti comme quelqu'un de politiquement très engagé et quelqu'un de très... il se disputait beaucoup avec Maliavin, qui était de l'extrême droite. Donc c'était intéressant tout ça. Voilà. Mais... Voilà, donc il y a plein de gens qui m'ont influencé. Oui. Et j'ai sauté, je voudrais revenir à quelqu'un que j'aime beaucoup, puisque c'est le moment de dire merci aux profs, merci les profs, merci la bibliothèque de Roubaix, merci monsieur Achille, merci monsieur Fasseur. Mais voilà, monsieur Fasseur. Elle s'appelait comment la bibliothécaire? Je ne sais pas, je n'ai même pas son nom. C'est un peu honteux. Ok, non, mais bon. C'est compréhensible qu'après autant d'années, ouais, j'avais 12 ans. Tu as connu du monde. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, monsieur Fasseur. Monsieur Fasseur, professeur de mathématiques en classe de seconde. Alors, le pauvre, il arrivait pile à un moment où tous les programmes changeaient, quoi. Ça devenait des maths modernes tout à coup. Et lui, il savait faire des maths anciennes, pas des maths modernes. Il était complètement paumé. Justement, Étienne, maths moderne, parce que bon, s'il y a des jeunes qui écoutent l'interview, ça veut dire qu'en gros, en seconde, première, terminale, il y avait, un peu au collège aussi, il y avait des maths que maintenant on étudie qu'à l'université. Exactement, voilà. Donc on apprenait des tas de choses que probablement mon professeur ne comprenait pas bien. Oui. Mais il était super, et dans la classe, personne ne comprenait grand-chose. Il semble la péter, moi je comprenais bien, j'adorais ça. Bon. Et alors, le prof, monsieur Fasseur, il a eu une idée, je trouve vraiment bien, bon, je trouve, il a compris qu'un élève comme moi pouvait servir d'intermédiaire entre lui et les autres élèves. Et donc il m'envoyait au tableau, et parfois je restais au tableau l'heure entière. Et je faisais en quelque sorte le cours à sa place. Et lui, il était un peu en retrait, et il faisait des commentaires pour dire voilà, ce que vient de dire Étienne, c'est bien ou pas bien. Enfin, et au bout d'un certain temps, il m'appelait mon maître assistant. et je me souviens, donc, on rentrait dans la classe, et puis monsieur Fasseur disait maître assistant au tableau. Donc j'allais au tableau, voilà. Et j'ai adoré ça, parce que ça a été très important pour moi c'est un peu comme Cartan, hein, comprendre ce que les copains ne comprennent pas, quoi. Hein. Donc pour moi, c'était important. Et Cartan, il était surpris, par exemple, que certaines choses n'étaient pas passées, ou ça les surprenait moyennement Bon, Cartan, il avait des kilomètres au compteur. Hein. Ouais, donc, okay, bon, ça ne te surprenait pas trop, non. Non, en tout cas, ça m'a plu, ces expériences, justement, où j'étais en position telle que de devoir expliquer ce que les autres ne comprennent pas. C'était très bien. D'accord, donc ça c'était ta période parisienne, là, quand tu étais... Pas Monsieur Fasseur, Fasseur c'était Roubaix. Mais c'est Fasseur, c'était à Jean 23. Voilà, à Jean 23. Après tu... Voilà, donc on va répéter quand même. On va rappeler, oui. Monsieur Achille, CM2. Monsieur Picavet et le frère Élie, 3e, 4e. Monsieur Fasseur en seconde. Et je dois parler aussi de Tonton. Tonton. Comment il s'appelait? C'est mon prof de maths en classe de maths spé. Qui vous aviez baptisé Tonton. Tout le monde l'appelait Tonton parce qu'on avait un rapport avec lui comme avec un oncle. Tu vois, du respect. Mais pas comme le papa, quoi. Le papa, voilà, je sais pas, on l'appelait Tonton. Comment il s'appelait d'ailleurs? Son vrai nom? Monsieur Legrand. Tu as peut-être connu, mais après il est devenu inspecteur général. Et Monsieur Legrand, Tonton, était un professeur de maths extraordinaire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, merci Monsieur Legrand. Voilà, donc après il y a eu les années à Paris. Oui. Et après tu es revenu sur l'île pour ta thèse de doctorat. Oui, quand j'étais à Paris, comme étudiant, j'étais pas très heureux. Ah oui? Parce qu'il y avait trop de mathématiciens, il y avait trop de colloques,
j'étais un peu, et je voulais être un peu plus seul, quoi. Plus seul. Mais et c'était pas le fait qu'il y avait quand même une compétition, peut-être dans ton milieu, qui t'est gêné pour, J'ai jamais, non, moi, j'ai jamais senti de compétition autour de moi, non, non. D'accord. Mais j'avais envie d'être plus seul, quoi. Donc j'ai été voir le directeur des études, Jean Giraud, et j'ai dit, je voudrais aller à Lille. Et il m'a dit, mais pourquoi vous voulez aller à Lille? Ben, je dis, parce que c'est là qu'est ma copine. Ah oui, et il m'a dit, c'est une excellente motivation. et donc je suis parti à Lille, et c'est là que j'ai rencontré Aziz. À cette époque-là, non? Oui, oui. En 76, fin 76, début de 60, fin 76, 70. Voilà. Ouais, donc je me suis retrouvé à Lille, et à l'époque, ça ne se faisait pas d'envoyer. C'était un doctorat ou une maîtrise DEA, moi j'ai fait mon Là, DEA. tu faisais dehors et tu as fait ton mémoire avec les mains. Voilà, j'ai fait mon DEA là. Et même ma maîtrise. J'ai fait un cours de théorie de Galois là-bas. Ouais. Et puis, franchement, je pense que c'était excellent, quoi. Je me suis retrouvé à Lille. J'étais pas entouré par tous ces normaliens. Il y avait Aziz, il y avait Yves, il y avait voilà, c'était plus, il y avait Vlad. Vous faisiez un peu la fête aussi, disons, parce que bon. Non, c'était plus convivial, non? Oui, il y avait un climat plus convivial. C'était un groupe assez compact, disons. Voilà. On travaillait tous sur presque le même thème. Il y avait un séminaire qui fonctionnait de façon extrêmement régulière. Mais le séminaire, c'était essentiellement des étudiants qui le faisaient. Oui, c'était entre nous, quoi. Hein. Et qui chapeautait ce séminaire? Et Gilbert Rector ou On s'était autogéré. autogéré? Ça te va comme très. Oui. Mais bon, c'était quand même la branche commune, Voilà. le noyau auquel nous étions tous rattachés. Oui, donc on a préparé notre thèse ensemble. Oui, avec le même directeur de thèse, Ouais, c'est ça? Et il y avait 5 étudiants à l'époque, non? Il y avait toi, moi, Yves, Carrière. Yves Carrière, Vlad. Fall. Il y avait Thierry Fall, et puis Francis voilà, 6 étudiants en même temps. Avec Gilbert. Ouais, il avait 6 doctorants en même oui. temps. Et c'était un moment intéressant. Hein. Oui, c'était très intéressant. Oui. Je ne sais pas si tu étais présent lorsque notre directeur de thèse a eu la bonne idée de rénover son appartement. Tu étais là? Non, j'étais pas là parce que comme j'étais maître auxiliaire à Ah oui. Saint-Omer, j'ai échappé. Et donc notre directeur de thèse, il a dit, ah, j'ai 5 étudiants, ils sont probablement très bons pour peindre et tapisser. Et donc nous avons remis à neuf son appartement. J'oserais pas faire ça avec mes étudiants aujourd'hui. Non, aujourd'hui, tu aurais un procès peut-être. Je crois. Je crois bien, oui. Et ce choix de la géométrie, c'est venu où? À ce moment-là, ou déjà, disons, tu avais un peu dans la fibre une passion pour la géométrie? Bah, pour te dire la vérité, j'en sais rien. Ça, c'est un peu un choix, la vie te mène comme ci, comme ça. Quand j'ai passé, ouais, peut-être à ce moment-là à peu près, oui. Oui, à cet âge-là, oui, oui. Non, mais les choix, on les fait en fonction des gens qu'on rencontre. Hein, Oui, donc, je suis bien placé pour être d'accord. En fonction des unités qu'on prépare en dehors essentiellement. ouais, aussi des gens, non? Les gens aussi, oui, ça c'est clair. Moi, tu te rends compte, j'aurais pu devenir algébriste. Ah oui? Non, mais si j'étais resté à Paris ou je sais pas quoi, tu te rends compte, algébriste, moi? Enfin, j'arrive pas à t'imaginer algébriste parce que bon. Non, donc franchement, chaque fois, mais tu sais, plusieurs personnes m'ont demandé en question ces choix, mais je dois dire que c'est peut-être un défaut du système français. C'est que, en effet, j'étais le petit garçon bon à l'école, j'avais des bonnes notes partout. Et en fait, le système, au lieu de me faire des choix, il m'a plutôt conduit à élaguer. Comme je te disais, quand j'étais gamin, toutes les sciences m'intéressaient. Puis après, plus de physique, puis de possible, plus d'algèbre, etc. Et donc c'est un peu dommage que notre système, il ne va pas trouver les talents tout de suite, quoi. Enfin, c'est une impression, quoi. Bon, je pense que ça reste toujours vrai, en tout cas. Bon, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi en Italie. J'ai fait un parcours en Italie, j'ai ressenti un peu la même chose. Donc, et en France, quand je vais dans les écoles, on ne sent pas qu'il y a, disons,
un encouragement particulier. Il y a une tendance toujours un peu à faire travailler sur Ouais. tout, alors que peut-être on devrait être capable de dénicher une flamme. Est-ce que Il n'y a est-ce qu'une que seule c'est le rôle matière de- où j'étais nul de chez le nul. J'étais le dernier de la classe. pour Devine. J'étais le dernier de la classe en allemand. moi, je pensais en sport. Je ne sais pas pourquoi je pensais en sport. Excusez-moi. Je ne pense même pas que c'était une discipline. C'est quoi le sport? Éducation physique, non, il n'y Je avait sais pas pas. éducation. On disait la La gymnastique. On disait, oui, la gymnastique. on disait prof de gym à l'époque, non? Ouais. Ouais. Mais Maintenant, ce qui on dit, était bien à cette époque, quand même, c'était le fait de ce séminaire. C'était qu'il y avait un groupe de travail qui discutait constamment. Ah ouais. Je me rappelle, on restait souvent jusqu'à 8 heures du soir. Mhm. Et c'est d'Étienne que j'ai appris le théorème de Steiner. Tu sais comment? Tu te rappelles pas de ça? Non. On était dans, je ne sais plus, c'était dans ton bureau. Tu peux rappeler le terrain Steiner? Quand les bisectrices d'un triangle sont égales, le triangle est isocèle. Mhm. Tu te rappelles? tu l'as Mhm. posé? Je me souviens plus que je t'avais raconté ça, mais Nous étions à peu près 4 ou 5. Et tu nous as dit, ben voilà un théorème qui est extrêmement important. Et à l'époque, tu le faisais passer pour un exercice. Et tu nous as dit, il est très dur, quand même, que Denis Serre, que Ah tu oui? connaissais, je crois, Ah oui, il oui. était avec toi. Il a posé le problème à Tonton, Jean-Pierre Serre, et il n'a pas su le faire. c'était un indice de difficulté. Oui, c'était un théorème de Steiner. Il a fallu 40 ans, je crois, au 19e siècle pour le démontrer. C'était très compliqué. Non, mais ça a été bien, c'est qu'on était ce groupe de 5 ou 6 et on a préparé notre thèse ensemble. On ne faisait pas tout à fait la même chose, hein, heureusement. Mais on s'est forgé une espèce de culture commune. Hein. Et il y avait des choses, c'était même pas la peine d'entrer trop dans des détails parce qu'on savait de quoi on parlait. Hein. Il y a eu un moment où, on en parlait tout à l'heure, on travaillait plus ou moins tous sur des feuilletages riemanniens. On était un peu le centre international des feuilletages riemanniens. Hein. Donc il y a Lille. à Lille, oui. Donc On il y a eu droit avait, à un exposé à Bourbaki là-dessus. oui, donc il y a eu une espèce de concentration de 5 ou 6 jeunes qui parlaient la même langue. Et ça, je trouvais que c'était. Et franchement, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais j'ai jamais senti la moindre compétition. Non, Il n'y a jamais eu le sentiment. Donc c'était vraiment. non, au contraire, il y avait une discussion où on s'échangeait C'était un bon moment, les oui. points de vue. Bon, Étienne était évidemment celui qui menait la danse plus ou moins, parce qu'il était un peu au courant de tout. C'est vrai quand même. Parce que Ah, les feuilletages riemanniens. Maintenant, bon, on a eu l'occasion des fois de parler du théorème de Steiner avec donc un triangle qui a deux bisectrices de même longueur, alors isocèle, et les difficultés rencontrées par de très bons mathématiciens à résoudre ces problèmes. Alors, des très bons mathématiciens qui ont quand même réussi à faire des constructions immenses tout le long de leur vie, et puis qui peuvent sécher sur un problème de collège, parce qu'après, quand on regarde la démonstration du théorème, quand on regarde la démonstration du théorème de Steiner en question, enfin une des démonstrations, parce que maintenant il y en a plusieurs, mais une qui est assez géométrique, qu'on retrouve d'ailleurs dans ton livre, hein, on se dit que quand même ces mathématiques c'est quand même bizarre. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait plusieurs intelligences qui s'attaquent aux mathématiques. Alors, et qu'il y a une forme d'anisotropie, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui se développe beaucoup, voilà, sur le feuilletage, sur tout un tas de connaissances, et puis qu'elle peut buter sur des problèmes de collège. Alors, c'est quand même quelque chose qui me fascine, me fait peur et m'interroge toujours. C'est fait qu'on peut être très fort dans des domaines dans lesquels il faut une très grande culture mathématique, et après, devant des problèmes dits élémentaires, avec plusieurs guillemets,
ben, on peut rester presque sans défense. Ben, heureusement, non. C'est un côté humain, quoi. Je veux Oui. dire, ça me semble plutôt satisfaisant que les plus grands mathématiciens peuvent sécher sur des choses qu'un collégien peut comprendre. Moi, je suis tellement content, ça me fait plaisir. Ça laisse une chance pour les autres. Hein. Non, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas une question de déranger, c'est une question des fois de comprendre comment effectivement l'intelligence humaine s'organise ou n'arrive pas à s'organiser pour certaines choses, et elle s'organise très bien pour toute autre chose, disons. C'est pas un jugement que je porte sur le fait qu'on puisse sécher, c'est des interrogations un peu sur Tu vois, le il y a fonctionnement. quelques très 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 grands mathématiciens, je ne vais pas citer de nom, tout à l'heure on parlait de Serre, mais il y a des tas de très très grands mathématiciens qui n'ont pas de fibre avec d'autres, par exemple, Serre m'a souvent dit que les probabilités, ça ne l'intéresse pas, il ne comprend rien, il n'est pas bon, ça ne va pas, quoi, c'est pas son truc. Moi, je trouve que c'est plutôt agréable de dire que dans la construction de l'édifice mathématique, chacun vient avec... chaque artisan vient avec son petit outil à lui. On dirait hein. que c'est une ville, donc certains ils savent très bien construire certains immeubles, d'autres d'autres. Comme dans la vie, non? Oui, Voilà, il n'y a pas de souci. exactement. Voilà, Oui, voilà. mais ça redonne aussi un côté un peu plus humain à une discipline qui semble... En plus, et là je suis sûr que Aziz ne sera pas d'accord avec moi, mais la géométrie euclidienne, elle a aussi évolué de manière très différente. Ça veut dire que la géométrie euclidienne était au cœur de l'enseignement pendant des siècles, depuis le Moyen-Âge presque. Hein. Et c'était le cœur de l'enseignement mathématique. Souvent, même jusqu'au XIXe siècle, le mot mathématicien et le mot géomètre, c'était les mêmes. Hein. Donc il y a eu toute une période dans laquelle la géométrie euclidienne, c'était l'alphabet. Donc tout le monde faisait de la géométrie euclidienne. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. On peut le regretter ou pas. Hein. À un moment, il faut laisser la place à d'autres disciplines, d'autres aspects. Par exemple, d'autres disciplines. Par exemple, tout à l'heure, je disais que quand j'étais gamin, il n'y avait pas de biologie. Bah oui. Je crois que je suis né l'année de la découverte de l'ADN par Watson et Crick. Et il a bien fallu faire une place à la biologie. C'est quand même fondamental dans la connaissance humaine. Donc ça me semble tout à fait normal que les matheux ont un peu laissé la place pour laisser la place aux biologistes. Enfin, ça me paraît tellement normal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes les programmes de biologie au lycée, et tant mieux, ils ont pris de la place. Donc il a fallu contracter un peu. De la même manière, à l'intérieur des maths, il y a eu l'apparition au départ de l'informatique. L'informatique, elle a pris son autonomie. Maintenant, l'informatique, c'est une science qui n'est pas la même que les mathématiques. Il est normal aussi qu'on leur laisse un peu de place. Donc, à force de laisser de la place, hélas, la géométrie euclidienne a dû laisser du terrain. Ça, c'est aussi la faute aux maths modernes qui ont massacré la géométrie euclidienne. Et puis, il y a les probas aussi qui sont arrivés, qui n'existaient pas trop de notre temps. Donc, par exemple, la plupart des gens disent « oui, les probabilités, c'est pas des maths ». Bon, d'abord, c'est des maths, mais ça fait fonctionner le cerveau de manière différente. Le raisonnement probabiliste, il est très différent du raisonnement géomètre. Et si pendant plusieurs siècles, on disait qu'on avait besoin de cerveau géomètre, peut-être qu'aujourd'hui, dans notre monde complexe, un cerveau probabiliste, c'est pas mal non plus. Hein? Voilà. Donc, je n'ai rien contre le fait que, même si j'adore la géométrie, comme toi, autant que toi, je pense, hein, je n'ai rien contre le fait qu'il n'en reste plus trop, quoi, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Quoi, voilà. Et alors, quelles sont disons, les maths là dans l'avenir qui te semblent avoir une place importante à prendre ou déjà prise, même en étant à l'académie, parce que là, tu es dans un bel observatoire. On a parlé de probabilités qui prennent leur place au sein de la communauté mathématique. Tiens, on parlait tout à l'heure de Jean-Pierre Kahn, qui me disait que quand il est rentré au CNRS comme chercheur,
le CNRS ne considérait pas les probabilités comme une partie de la section de mathématiques du CNRS. C'était dans la section de physique théorique. Donc il est rentré en physique théorique et non pas en mathématiques. Donc tu vois, les esprits ont changé. C'est encore la faute aux maths modernes qui disaient c'est pas des maths les probabilités. Et donc maintenant, je crois que c'est fait puisqu'il y a eu plusieurs médailles Fields pour des probabilistes. Donc ça y est, les probas ont pris leur place. Elles ont une vraie importance. Moi, ce que je trouve qui va prendre de plus en plus de place, c'est le big data. Faire des statistiques sur des nombres gigantesques de données. Ce qui va être très important, c'est l'étude des grands graphes, les graphes expanseurs, tout ça, où il s'agit de dire des choses sur des choses gigantesques. Moi, par exemple, on parlait tout à l'heure que le cerveau a 86 milliards de neurones dans sa tête, ou 90 milliards, ou 100 milliards. On a 90 ou 100 milliards de neurones dans notre tête. Chaque neurone est connecté à environ 10 000 autres par ses axones. Ça fait une structure tellement compliquée que pour comprendre ça, il faut des nouvelles mathématiques. Mais alors, en tout cas, ça me fait poser la question, et comment, des fois j'entends un peu parler trop aisément d'intelligence artificielle, tu vois, alors que j'ai l'impression qu'on est encore un peu à la préhistoire du cerveau. Enfin, je dis ça d'une façon un peu provocatrice, mais... Enfin, préhistoire du cerveau, je crois qu'on est au début de l'histoire, parce que la préhistoire, c'est un petit peu avant les IRM. Maintenant, on commence à voir des choses dans le cerveau. Ouais. J'exagère. Je suis convaincu. Je crois que l'invention de l'écriture, c'est plutôt l'invention de l'IRM. Avant, les médecins, ils regardaient en dehors, il y avait une boîte fermée, ils ne voyaient pas ce qu'il y a dedans, ils attendaient que les gens soient morts pour regarder comment c'était dedans. Bon. Maintenant, ils voient. Mais c'est le début, je suis d'accord. Donc, mais mathématiquement, c'est passionnant quand même. Et pour l'instant, il faut développer des théories mathématiques spécifiques à ces grandes structures. Mais qu'est-ce que tu mets, toi personnellement, derrière le mot intelligence artificielle, de laquelle on entend beaucoup parler maintenant, des fois. Alors, est-ce que c'est savoir maîtriser tous ces big data? Est-ce que c'est développer la robotique? Moi, ce que je trouve, ce qui me fait un peu peur dans cette histoire de deep learning, etc., c'est qu'on a ces algorithmes qui s'améliorent en s'auto-corrigeant eux-mêmes et qui finissent par qui fonctionnent. Et on ne sait pas pourquoi ils fonctionnent. Mais ça marche. Quand tu regardes un film sur Internet, après ils vont dire « Ah, vous avez aimé ça, vous avez probablement aimé celui-là aussi ». Et la vérité, c'est qu'ils ont souvent raison. Donc il y a des algorithmes qui fonctionnent et on ne sait pas trop pourquoi. Et bon, moi, ça m'attriste un peu parce que ça fait un peu des boîtes noires. Moi, ce qui me plaît dans les maths, c'est quand je comprends tout. J'aime bien démonter tout pour comprendre comment ça marche. Et là, visiblement, l'intelligence artificielle, ce qui me dérange, mais pas tout le monde, c'est que ça m'oblige à accepter des boîtes noires que je ne comprends pas bien. Mais ça marche, et c'est important. Donc et encore une fois, c'est un autre aspect des mathématiques que je trouve très intéressant. Alors, est-ce que c'est aussi lié au fait qu'actuellement, on a plus de mal à comprendre un peu toutes ces branches différentes des mathématiques? Parce que, alors, je pense à quelqu'un que tu aimes bien, Poincaré, qui probablement, on dit que, maintenant peut-être ce n'est pas vrai, mais disons, on dit que c'était un des derniers mathématiciens qui pouvait un peu tout comprendre. On dit le dernier universaliste. Mathématicien universel, voilà. Et qui était mathématicien, ingénieur, philosophe, physicien. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à cette difficulté qu'actuellement les scientifiques ont du mal à maîtriser plusieurs disciplines à la fois? Oui, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que les mathématiciens ils apprennent à travailler plus en collaboration. Il y a ces histoires de... Comment ça s'appelle le travail collaboratif là, polymath ou non donc c'est c'est Gromov qui avait initié... Non, pas Gromov, c'est pas du tout son esprit, c'est Voevodsky. Tao y participe. Donc quelqu'un lance un problème
Et les gens se joignent pour travailler ensemble. Et ils travaillent ensemble, typiquement 40, 50, 60 personnes. Et du coup, ça fait des articles publiés avec 60 signatures. Et ça, c'est une nouveauté dans le monde mathématique. Si tu regardes le travail en collaboration en maths, à ma connaissance, le premier travail avec 2 signatures, c'est Briot-Bouquet 1850. Avant cela, jamais les gens signaient un article à 2. C'était chacun pour soi. Milieu 19e siècle, il y a quand même quelques petits articles. Si tu regardes, tu parlais de Poincaré qui a écrit 500 ou 600 articles dans sa vie, il n'en a écrit qu'un seul avec un copain, avec Picard. Le reste, tout seul. Et si tu regardes aujourd'hui, tu regardes l'évolution, dans les années 50, on a commencé à avoir des articles écrits à 2, puis à 3. Et maintenant, je dirais que la majorité des articles écrits par un individu, ça devient rare. Aujourd'hui, un article de maths est signé en moyenne par 2, 3, parfois 4 auteurs, et parfois plus. Quand tu compares à la biologie, où il signe des grandes, ou la physique, il y a même des articles de physique signés par plusieurs milliers de personnes. Bon. Ça veut dire que la communauté mathématique n'a pas encore compris que si elle veut continuer à être universaliste comme Poincaré, il faut qu'ils joignent leurs efforts, et que les 100 milliards de neurones dans une tête, ça ne suffit plus. Il faut plein de têtes pour travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que les matheux sont quand même essentiellement égoïstes et individualistes, quoi. Donc il y a un changement de paradigme dans cette histoire. Et ça, disons, dans cette dynamique-là, les structures qui s'occupent un peu de la diffusion des mathématiques, peut-être peuvent jouer un peu un rôle, de rassembler aussi des scientifiques. Ah oui. Par exemple, la Cité de géométrie pourrait jouer. La Cité de géométrie, bien sûr. Enfin, je ne sais pas quel rôle pourrait jouer la Cité de géométrie ici à Maubeuge. Il y a quelques exemples de travaux de mathématiques en collaboration, le plus célèbre d'entre eux étant le groupe Bourbaki. Ouais. Donc le groupe Bourbaki était constitué d'une quinzaine de mathématiciens anonymes qui travaillaient ensemble à publier une encyclopédie mathématique. Sauf que c'était pas vraiment de la recherche, c'était une mise au net de la connaissance du moment. On ne peut pas vraiment dire que c'est un travail de recherche collectif. Et moi, je trouve que c'est vers ce travail collectif de recherche qu'il faut aller, quoi. Et c'est pas facile, et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Voilà. Il y a Polymath, ça s'appelle, qui est déjà une initiative intéressante. C'est pas facile parce qu'on a des cultures différentes. Il y a les probabilistes, il y a l'analyste, il y a l'algébriste, justement, il y a le il faut géomètre. profiter des différences. Voilà. Oui, il faut travailler ensemble. Tu as des gens qui font des mathématiques de façon extrêmement variée. Tiens, par exemple, Étienne, quand tu regardes les choses sur lesquelles il a travaillé, ben, ça s'étend d'un bout à l'autre. Du complexe, le réel, la théorie organique, le feuilletage. Ouais, j'aimerais bien. Hein? Oui, il y a plein de trucs où j'ai rien fait. Mais ben, j'aimerais bien. Quand même, quand tu regardes. J'aimerais, en algèbre. Je suis un peu handicapé de l'algèbre. Dès que c'est de l'algèbre, je suis complètement nul. Donc des fois, j'ai dû faire un petit peu d'algèbre, un petit peu. Mais ça me fait mal à la tête. Quand même, quand on regarde les papiers de géométrie, Mais tu parles il y a pas quand même de de l'algèbre dedans. Hein? Non, c'est pas de l'algèbre, c'est de la géométrie, les groupes. Ah, c'est de la Tout le monde sait bien que la théorie des groupes. Mais la plupart, quand même, ils sont Oui, c'est vrai. très spécialisés dans une direction. Oui, mais j'aimerais. Oui, mais comment faire pour échapper dans le système à ça? Parce que quand tu fais une thèse doctorat, tu fais une thèse doctorat en système dynamique, une thèse doctorat en géométrie algébrique, une thèse Il y doctorat. a aussi le fait que les gens, ils veulent tracer une carrière. Et la carrière, ils ne peuvent vraiment la faire qu'avec un... Aujourd'hui, Hein? aujourd'hui, c'est beaucoup plus net qu'avant. Oui. Aujourd'hui, c'est plus net qu'avant. Mais comment y échapper? Parce que quand tu fais une thèse, mais tu choisis ton directeur de thèse, donc tu choisis certains articles à lire, et donc après tu te spécialises forcément. Comment éviter la spécialisation? Est-ce qu'on peut éviter la spécialisation et faire de bonnes mathématiques encore? Est-ce que... Il faudrait former de nouveaux esprits alors. On peut si on a déjà un poste.
si on n'a pas de pression. Ah, oui. Mais est-ce que aussi, si on a un esprit d'ouverture qui a été préparé Après, depuis... tu vois, par exemple, je prends mon exemple, j'ai quand même j'ai une chance incroyable d'avoir été chercheur au CNRS. Et je veux dire merci au CNRS aussi. Merci au CNRS. Parce que le CNRS, ça existe en France, ça existe nulle part ailleurs. C'est quand même un pays comme le nôtre qui paye des chercheurs, bon peut-être pas suffisamment, mais qui paye des chercheurs pour leur donner une liberté totale sur le sujet de leur recherche. Et depuis que je suis au CNRS, ça fait maintenant un certain nombre d'années, jamais on ne m'a influencé pour aller faire des recherches dans telle direction ou telle direction ou telle direction. J'ai toujours eu une liberté totale. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc merci au CNRS, qui vient d'avoir 80 ans. Bonne fête au CNRS. Bonne fête, bon anniversaire au CNRS. Merci le CNRS. Il faut continuer le CNRS. Voilà. Voilà. Et bonne fête à la Cité de Géométrie, parce Voilà. qu'elle fête ses 20 ans. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Bon anniversaire, Cité de Géométrie. Alors, quel rôle pourrait jouer dans la diffusion des maths? Parce que toi, tu as aussi cette belle expérience d'image des mathématiques, hein, que tu as, je ne sais pas si on peut dire créé, fondé en 2009, hein, tu l'as porté jusqu'en 2014, tu as continué à... 2015. Hein, parce 2015, parce oui. qu'on avait décidé, 2015, quand on a fondé ce journal, l'une des choses qui était très très bien, c'est qu'on a mis des règles. Et les règles, c'était, on pouvait y rester 6 ans. Et après 6 ans, bye bye, ciao. Et donc du coup, en 2009 et 6, 15, donc en 2015, j'avais fait mes 6 ans, je suis parti et j'ai mis mon point d'honneur à ne plus m'en mêler. Et donc... Mais c'était une expérience quand même... j'ai adoré. J'ai adoré enfin, tout ça. nous deux, on y était dedans, hein, avec François Réchet. J'ai adoré cette expérience. D'abord, c'était dedans, pour moi mais... une école d'écriture. J'aime bien écrire et écrire avec un public différent, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et non, c'était une super expérience. Parce que quand même, j'ai écrit des articles que personne ne comprend. Ouais. J'ai écrit des articles que personne n'a lus. Ça arrive. Bon, c'est un peu le quotidien. C'est humain, c'est le côté humain. Voilà, j'en avais un petit peu marre d'écrire des trucs que personne ne lit, quoi. Alors c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on pourrait essayer d'écrire des choses que les gens lisent. Et donc, quand j'ai fait ce film, Dimension, tout ça, je crois que personne n'a... J'avais jamais fait quelque chose qui avait été vu ou lu à ce point, quoi. Comment tu as eu cette idée? Dimension? Oui. Ah bah, c'est une histoire assez rigolote et intéressante. Je devais faire un exposé en 2006, un exposé pour le grand public à la BNF. Et puis je prépare ma conférence, et puis je cherchais des images, et puis je trouve des images sur Internet qui me plaisaient bien. Et j'ai cherché à les télécharger. Et ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à télécharger. Donc j'ai été voir l'ingénieur informatique de mon labo. Je dis, j'arrive pas à télécharger, est-ce que tu peux m'aider? Et Gérard, merci Gérard, Gérard m'a dit, écoute, t'es pas un voleur, quoi. Si tu n'arrives pas à les télécharger, c'est peut-être parce que celui qui les a faites, eh ben, il ne veut pas que tu les télécharges. Tu n'es pas un voleur, donc si tu veux les images, tu demandes l'autorisation. Oh, tu as raison. Donc je suis retourné à mon ordinateur et j'ai écrit à l'auteur de ce site internet, que je ne connaissais pas, « Monsieur, est-ce que vous voulez me donner des images ?» Et il m'a répondu 5 secondes plus tard. C'était Jos Less, qui est mon ami maintenant, et qui était un ingénieur chimiste en Belgique, à Anvers. Et il me donne les images, il m'en donne d'autres, etc. Je fais mon exposé à la BNF, et puis ça s'est bien passé, donc je lui ai écrit pour le remercier, et puis je lui ai dit « Mais vous êtes qui, vous ?» Je me souviens de sa réponse.
Il me répond, je suis un ingénieur chimiste qui vient tout juste de se faire virer. Mais il travaille chez Monsanto. Mais la boîte qui m'emploie, Monsanto, ils m'ont viré et ils m'ont donné des bonnes conditions financières pour prendre ma pré-retraite ou je ne sais pas quoi. Et il me dit donc que financièrement tout va bien. Et il écrit « Enfin, je peux faire des maths ». Tout ça, c'est extraordinaire qu'un ingénieur qui avait sa carrière de chimiste derrière lui, il avait envie de faire des maths. Alors je dis, travaillons ensemble. Alors on a fait des petits bouts de film, des images compliquées, tout ça. Et puis je les ai présentés au Congrès international de Madrid. Ah, ça a bien marché. Et puis à la fin, j'ai écrit, et puis je dis merci beaucoup, ça a bien marché. Et là, Joss, il me dit, bon maintenant, c'est à ton tour, tu m'expliques tout. Donc il fallait lui expliquer les maths que je présentais à Madrid pour des professionnels. Il fallait que je les explique à Joss. Alors on a commencé, les nombres complexes, machin, tout ça. Et puis au bout d'un certain temps, on a dit, bien, on va faire un film. Et donc le film qu'on a fait Dimension, c'était pour Joss. Pour que Joss comprenne de quoi il s'agit. Puis au bout d'un certain temps, il y a Aurélien. Et Aurélien, comment il est arrivé? Aurélien il était doctorant dans mon labo, je voyais bien il tournait autour de moi, tout ça, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et puis je dis, viens avec nous, voilà. Donc on a fait ça à trois, voilà. C'est une belle aventure, une belle aventure. Mais tu es aussi dans un autre film, Henri Poincaré, L'harmonie et le chaos. Il y a quelques belles phrases de Poincaré. Enfin, il y en a une que tu connais très bien de Poincaré dedans. Le but de la recherche scientifique ne doit pas être de diminuer les souffrances humaines, car pour diminuer les souffrances humaines, il suffirait tout simplement de détruire l'humanité. Diminuer les souffrances humaines est un but négatif. Nous devons poursuivre la recherche de la vérité. La recherche de la vérité doit être le but. Donc c'est le seul but objectif qu'en soit digne. Alors ça, cette phrase est intéressante, elle me plaît beaucoup. Sauf que j'ai un frère qui est médecin, généraliste. Oui. Et quand il a entendu cette phrase, il était choqué, mais choqué. Comment tu oses dire que diminuer la souffrance des hommes n'est pas un but? C'est ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Le but. Oui, parce qu'il suffirait tout simplement de détruire l'humanité. Bon, c'est vrai alors, que... Mon frère, il dit, mais t'es complètement fou, quoi. Non, moi, je veux alléger la souffrance des hommes, mais je ne veux pas détruire l'univers. Et effectivement... c'est un peu fort comme... La phrase de Poincaré, oui. Sur le coup, je la trouvais très bien. Elle se trouve dans ce film en question, au tout début. Dans les films, oui. Après, quand mon frère, il m'a dit, mais enfin, Étienne, t'es complètement fou, quoi. Oui, alléger la souffrance des hommes, c'est quand même un but louable. Je me suis dit, peut-être que Poincaré, il n'a pas tout à fait raison. Oui, peut-être bien. Et alors, c'est quoi le but de la recherche? C'est la question bateau. C'est l'honneur de l'esprit humain? Non, tu ne répondrais pas à l'expression du livre de Dieudonné, ou enfin plutôt de Jacobi. Oui, de Jacobi, oui. Tu connais l'histoire, hein? Oui, il y a une lettre... entre Jacobi et Legendre. Et Legendre, oui. C'est une belle histoire. Hein. C'est Legendre était un vieux mathématicien qui avait passé sa vie à travailler sur ce qu'on appelle les fonctions elliptiques, que tu connais. Il avait déjà fait 3 gros volumes sur les fonctions elliptiques. Et un jour, lui, le français, Legendre, il reçoit une lettre d'un jeune Allemand, écrite en français, Jacobi, qui avait 18 ans, ou 19 ans, ou 20 ans. Et il écrit, professeur Legendre, vous ne faites pas comme il faut. Les fonctions elliptiques, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut les regarder à l'envers. Au lieu d'être multiformes, elles deviennent périodiques et tout s'éclaire. Et cette lettre, elle cassait toute la carrière de Legendre. Et Legendre répond à cette lettre de ce jeune petit arrogant avec un enthousiasme extraordinaire. Legendre répond « Je m'empresse de vous répondre à votre lettre extraordinaire. Je cours à l'Académie des sciences pour expliquer votre découverte. Je vais tout changer, tous mes volumes sur les fonctions elliptiques. » Bref, lui, l'homme âgé
qui reçoit cette insulte, ou pas cette insulte, cette observation extraordinaire de ce jeune, il en tient compte immédiatement avec enthousiasme. Et commence une longue discussion entre Legendre, c'est pendant l'époque de Napoléon où les Allemands et les Français n'étaient pas très copains, longue discussion des lettres, ils ne se sont jamais rencontrés. Et Legendre, écrivant à Jacobi, donnant des conseils à ce jeune homme, la dernière lettre est extraordinaire. Jacobi explique à Legendre qu'il va se marier. Et Legendre écrit une lettre où il donne des conseils pour choisir sa femme. Pour? Oui. Alors, je conseille de ne pas lire cette lettre, Non. parce que c'est incroyable. Donc il faut qu'elle soit une bonne cuisinière. Il ne faut pas qu'elle te dérange. C'est, disons, un peu la Il ne faut pas qu'elle te dérange pendant le travail, tout ça, c'est absolument incroyable. déclaration pour les féministes. Anti-féministe. Alors maintenant, et donc c'est dans une de ces lettres qu'il dit quand même les mathématiciens devraient travailler pour l'honneur de l'esprit humain, et il attaque en faisant ça Fourier. Parce que Fourier disait au contraire que les maths doivent être développées pour améliorer la technique, la technologie, pour être utiles. Donc c'est le grand débat entre Fourier et Jacobi, le pur et l'appliqué. Et il y a cette belle histoire sur Legendre aussi que j'aime bien, c'est que pendant très longtemps, on avait un seul portrait de Legendre. Tu connais cette histoire, non? Non. On avait un portrait de Legendre. Dans tous les bouquins d'histoire des maths, il y avait le portrait de Legendre. Et un jour, quelqu'un a remarqué que le portrait de Legendre était en effet le portrait de Legendre, mais ce n'était pas un mathématicien, c'était un autre Legendre. C'était un boucher. Et le boucher Legendre est, paraît-il, très connu dans l'histoire parce qu'il a joué un rôle important dans la Révolution française. Mais ce n'était pas le bon. Et alors, tout à coup, on s'est retrouvé sans aucun portrait de Legendre. Et on est resté pendant, je crois, 10 ans sans portrait de Legendre, jusqu'à ce que quelqu'un découvre aux archives de l'Académie des sciences, non pas un portrait, mais une caricature. Et peut-être qu'on pourra mettre dans le film la caricature de Legendre, c'est absolument incroyable. Une tête à faire peur, quoi. Et aujourd'hui, on a comme portrait de Legendre que cette caricature, qui a été commentée par Jean-Pierre Kahn, d'ailleurs. Dans Images des mathématiques, il a fait un article sur cette caricature. Voilà, donc le Legendre est disparu dans... Oui, donc il y a ça, et puis il y a cet éternel débat, pourquoi faire des mathématiques, disons, parce que tout à l'heure, dans ta conférence sur la géométrie et la mode, quelques élèves exprimaient un peu cette difficulté à se confronter aux mathématiques. Peut-être on reproche toujours que... Pourquoi on reproche finalement toujours aux mathématiques qui ne servent à rien, disons, alors que bon, peut-être on s'intéresse à l'art, on s'intéresse à tout un tas d'autres choses dont on reconnaît peut-être une utilité, mais au fond, parce que ça fait... à part se nourrir finalement, bon, on pourrait réduire les choses utiles à très peu de choses, disons. Et... pourquoi on fait des mathématiques, pourquoi on fait de la peinture, de la sculpture Oui. Bon. La réponse est j'en sais rien. Je fais des maths parce que ça me fait plaisir. En tout cas, c'est... Je ne peux pas dire autre chose. Très bien, ben écoute, merci Étienne. Merci Valerio, merci Aziz. Merci Aziz. Merci Valerio, merci Étienne.